ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une ce vendredi. La grève contre la réforme des retraites qui se poursuit, deuxième journée au ralenti et cela devrait durer. L'intersyndicale appelle à une nouvelle grande journée de manifestation mardi. Nous serons en gare et à Matignon pour voir si l'exécutif entend cette colère. Des policiers et des CRS qui reçoivent des lettres de menaces directement chez eux. Menaces de représailles et même de mort contre eux et leurs familles. Une enquête est ouverte pour trouver les auteurs de ces courriers. À Nîmes, cérémonie d'hommage pour les 3 secouristes décédés alors qu'ils partaient en hélicoptère pour intervenir sur des zones sinistrées par les inondations le week-end dernier. Emmanuel Macron a salué 3 hommes de courage et d'honneur, 3 héros. Après la très forte mobilisation d'hier contre la réforme des retraites, la grève donc se poursuit, surtout dans les transports. En gare et sur les voies, quasiment aucun train. Sur les routes, des difficultés bien plus importantes qu'hier, 2 fois plus d'embouteillages. Beaucoup de travailleurs avaient pris leur disposition hier, pas aujourd'hui. Clément Le Goff, Claire Colnet et notre bureau de Nice. Le jour n'est pas encore levé. 7 heures ce matin sur l'autoroute A4. Les routes qui mènent à Paris sont déjà saturées. Là, ça fait 2h30 que je suis parti. Voilà, quasiment le doublé, je suis pas arrivé. C'est la première fois que je prends la route pour aller travailler. Je prends les transports d'habitude, donc je découvre les joies des bouchons. Faute de transport, beaucoup ont opté pour la voiture. Résultat, plus de 350 km d'embouteillage en Ile-de-France. C'est près de 2 fois plus qu'un vendredi classique. Je fais les marchés, je suis à 7h moins 10 au marché, et là il est 8h moins 10. Ça vous met en difficulté? Ouais, mais voilà, moi je comprends ça. Il faut que ça dure. Il faut que ça parte. Mais il faut pas qu'il lâche surtout. Hier, beaucoup avaient anticipé les perturbations, mais aujourd'hui, pour eux, pas d'autre choix que de s'adapter. Hier, j'ai pas bougé. Hier, j'ai eu peur justement. Si c'est bouché, tant pis, je suis à la retraite, j'ai que ça à faire. On attendra, on patientera, puis voilà. On n'a pas le choix, on travaille quand même, mais malgré, mais bon, on fait avec. Difficulté aussi dans le métro parisien. 10 lignes restent fermées ce matin. Là, il faut que je me rende dans le 16e pour un rendez-vous hyper important. Et là, du coup, je suis carrément bloqué. Il y a un bus sur 3. Je tente ma chance, sinon je vais aller à pied. Dans les gares, départ et arrivée de TGV se font rares. Et lorsqu'ils arrivent à Paris, les voyageurs se demandent s'ils pourront repartir. Pour dimanche, on ne peut toujours pas réserver, je ne sais pas. Moi, je suis obligée de rentrer, je vis à Caen, mais je travaille à Lyon. Donc, c'est un calvaire permanent. Si on rentre pas, on loupe pas le boulot, c'est pas grave. Non, si, c'est grave. À Nice, au 2e jour de grève, chacun s'organise. On essaie de mettre les enfants à la garderie, on fait du covoiturage de temps en temps, donc voilà, c'est super compliqué. Même s'il n'y a pas de transport en commun, c'est pas la fin du monde. Je prendrai le vélo, j'irai à pied, la terre s'arrête pas de tourner pour autant. Car les perturbations se prolongeront dans les prochains jours. Et pour mesurer très concrètement les effets de cette grève dans le quotidien de ceux qui normalement prennent les transports en commun pour aller travailler, nous avons suivi une jeune femme en banlieue parisienne ce matin. Pour se rendre au bureau, elle a doublé son temps de trajet. Paul-Luc Monnier, Hervé Pozzo. Début d'un long périple pour Marlène Souard. Il est 5 heures dans l'Oise. Cette directrice de crèche tente de rejoindre son lieu de travail au cœur de Paris. Pas trop dur le réveil? Si, ouais, c'était dur, ouais. J'ai pas trop l'habitude de me lever à cette heure-là. Pendant la grève, aucun train chez elle. Pour trouver une gare, il faut rouler 55 km. La gare, la voici. Il est 6h20 et sur le tableau d'affichage, une bonne nouvelle. C'est bon, donc il y a le 6h35 là qui va partir dans 15 minutes. Le trafic reste très perturbé. Ici, un train sur 2 aux heures de pointe. Dans le 6h35, peu de passagers. Je suis assez étonnée, en fait, la rame n'est pas super pleine en fait. Mais dans les gares suivantes, les voyageurs arrivent. Le débat sur la grève Aujourd'hui, s'engage. partir à la retraite à 50 ans, 55 ans, c'est plus possible. Voilà, l'espérance de vie a augmenté. C'est fatigant, on se lève plus tôt, mais en même temps, c'est pour la bonne cause. 7h15, arrivée à la gare de l'Est. Mais le périple est loin d'être terminé. Il faut prendre le métro. Problème, la station est fermée. Je vais marcher jusqu'à la prochaine station, la ligne 4, la station Château d'Eau du coup. C'est loin? Je pense 5-10 minutes à pied. 7h35, Marlène Souard saute dans le métro. Enfin. Je suis encore en forme là.
Ça va. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Après, il y a la journée de travail. On va enchaîner. Et ce soir, ouais, je pense que ce soir, ça va être dur. 8h15, arrivé au travail. Le trajet aura donc duré 3h15, presque 2 fois plus que d'habitude. Et aujourd'hui, 90% des TGV et 70% des TER en moyenne sont annulés. Le taux de grévistes à la SNCF s'établit à 31,8%, 87,2% pour les conducteurs. Julien Duponchel, on l'a vu, le trafic reste paralysé. Comment la compagnie gère-t-elle cette situation? Clairement, elle se fixe des priorités. Eh bien, cela relève du casse-tête pour la SNCF. Chaque jour, elle doit faire le point sur le personnel non gréviste et ainsi établir un plan de transport. C'est là qu'elle tranche sur les trains qui circuleront ou non le lendemain avec une priorité, les TGV les plus réservés et les trains régionaux qui circulent en heure de pointe. Ensuite, elle met en place des bus de substitution pour les TER, 1755 au total, qui permettent de maintenir aujourd'hui 30% du trafic. Enfin, elle fait appel aux cadres dirigeants de l'entreprise habilités à conduire des RER pour une fois de plus maintenir un trafic en heure de pointe. Mais vous l'imaginez bien, Marie-Sophie, cela ne provoque pas de miracle, surtout quand une grève est particulièrement suivie. Ici, par exemple, gare de Lyon, où je me trouve, seulement 10% du trafic habituel a été maintenu aujourd'hui. Merci Julien Duponchel pour ces précisions. Et ce matin, justement, nous avons pu mesurer la très forte détermination des cheminots. Nous avons pu suivre une de leurs assemblées générales à La Roche-Migène, dans l'Yonne. C'est une des villes où ils étaient les plus mobilisés hier, quasiment 100% de grévistes. Le reportage ce matin de Camille Gutin et Marine Zambrano. Des trains à l'arrêt et une gare quasiment vide. À La Roche-Migène ce matin, fief des cheminots, l'heure est à la mobilisation. Du 1er janvier 2020, qui est pour la reconduction de notre mouvement de grève? Et ben voilà, donc le mouvement de grève des cheminots de La Roche-Migène reconduit le mouvement à lundi, et bravo à nous. On lâche rien. Tous attendent désormais un recul du gouvernement sur la réforme des retraites. Je suis seule avec 2 enfants, mais je suis prête à perdre 1 mois de salaire. Oui, même voire plus, pour pouvoir avoir un avenir meilleur pour tout le monde et pour tous les Français. L'universalité, elle est faisable à la condition que tous les métiers se ressemblent. Or, c'est pas le cas. Ça peut pas être pareil pour tout le monde alors que les métiers sont différents. Dans la ville, historiquement cheminote, si certains commerçants les soutiennent, je pense que ça vaut le coup de se battre, c'est pour tout le monde. Ceux qui peuvent faire grève se battent pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire grève. D'autres sont plutôt mitigés. Je pense qu'ils se battent premièrement pour eux, parce que tout le monde n'a pas le droit à la retraite comme eux, ils peuvent avoir les cheminots. Et je ne pense pas qu'ils se battent réellement pour tout le monde. À La Roche-Migène, pour les cheminots, le mouvement ne fait que commencer. Oui, et cette situation depuis hier oblige les usagers à trouver des plans B pour se déplacer. Avec en plus le week-end qui commence, les cars Macron, comme on les appelle, sont pris d'assaut. Et vous allez le voir, les prix s'envolent. Johan Rolla, Jacques Duboz, avec notre bureau de Lille. 17,57, Paris La Défense. C'est l'une des gares routières dont l'activité s'est intensifiée ces dernières heures. À Lille, ce matin, beaucoup de passagers pour qui le bus est une solution de repli. On avait anticipé, il y a 15 jours, on a réservé plutôt en bus plutôt qu'en train. On doit se rendre sur Paris pour le week-end. On allait à Paris pour un concert, le train est annulé, du coup on se retrouve à prendre le bus. Pour arriver à bon port malgré la grève, certains utilisent même des lignes internationales comme le Lille-Düsseldorf qui s'arrêtera à Bruxelles. Comme je dois prendre l'avion, je prends l'avion depuis la Belgique pour rentrer dans le sud de la France. Donc vous êtes passé par la Belgique pour rentrer dans le sud? Oui. J'espère qu'il n'y aura pas de grève des contrôleurs aériens, mais si j'ai un peu de chance, ça pourrait marcher. Une demande exceptionnelle qui a conduit les opérateurs à renforcer certaines liaisons. Dès ce week-end, au moins 300 bus supplémentaires seront en service. Mais en raison des difficultés de circulation, certains cars affichent d'importants retards à la gare de Paris-Bercy. Là, j'ai 1 heure de retard sur mon programme, ouais. Minimum. On est à la bourre. Ouais. Et vous allez arriver à quelle heure? Je sais pas, sur 15 heures environ. Saint-Malo. Autre désagrément rencontré par de nombreux voyageurs ce matin, l'envolée des prix. Normalement, c'est 18 €. Et là, vous payez
35 €. Les prix qui flambent, ça c'est pas normal. Je pense que y a quand même un service minimum qui devrait être instauré. Une hausse que conteste cet opérateur qui n'a pas changé sa politique tarifaire. On ne profite absolument pas de la grève, les grilles de prix restent inchangées. Les dernières places disponibles dans un car payent plus cher que les premières personnes, mais la très grande majorité des gens qui auront voyagé sur le réseau auront payé un prix très attractif. Un pic de fréquentation qui, comme la grève, pourrait se prolonger. Les compagnies de bus enregistrent déjà 70% de réservations supplémentaires la semaine prochaine. Et ce vendredi, on retiendra aussi que 7 des 8 raffineries que compte notre pays sont en grève. L'objectif des syndicats, c'est qu'aucun carburant ne sorte de leurs dépôts pétroliers. Voyons quelles conséquences cela peut avoir sur les ravitaillements des stations-service. Gaspard de Florival, Théo Souman et Alexandre Lépiné. Des raffineries au ralenti. Sur le site de la Vera à Martigues, les syndicats ont reconduit la grève ce matin contre la réforme des retraites. Aucun camion-citerne ne sort depuis 48 heures. On ne sort plus de produits pour les essences, etc. Ça, il n'y a plus aucune sortie. Et on a commencé à réduire les allures des unités, c'est-à-dire que l'employeur produit beaucoup moins de matière finie. Ici, 70% du personnel est en grève. Au total, 7 des 8 raffineries françaises sont concernées par des actions de blocage. Seule celle de Port-Jérôme Gravenchon en Seine-Maritime n'est pas concernée. Des raffineries qui ne sont pas à l'arrêt. Ce sont les dépôts de carburant qui sont bloqués par les manifestants. Sur les 200 dépôts, une dizaine de sites seraient concernés par des actions de blocage de barrages filtrants. Si certaines stations commencent à manquer de carburant, Total de son côté se veut rassurant. La chaîne logistique d'approvisionnement des carburants est adaptée pour répondre à la situation actuelle, qui n'a pas à cette heure d'impact sur l'approvisionnement de nos stations. Ce mouvement de blocage des raffineries a été reconduit jusqu'à lundi prochain. Du côté des écoles maintenant, au lendemain là aussi d'une très forte mobilisation des enseignants, ce que l'on constatait ce matin, c'est que beaucoup de parents ne savaient pas vraiment ce qui les attendait. Des établissements sont ouverts, d'autres sont fermés. Jules Longchamp, Mathieu Nivanilowski et notre bureau de Bordeaux. Ce matin à Dieppe, la nouvelle est donnée aux grilles de l'école. Bonjour monsieur, on n'a pas de cantine ce midi. Vous étiez au courant? Aucun repas scolaire distribué. Les parents sont obligés de se débrouiller. On n'est pas au courant, on l'apprend au dernier moment. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais essayer de trouver une solution pour venir rechercher ma fille. Mais pas sûr qu'on vienne la reporter pour 14 heures. C'est ce que j'ai dit à la maîtresse. Je suis pédicure podologue, donc à mon compte. Et je suis obligé de prendre sur mes patients, donc annuler mes patients pour aller chercher mes enfants à la cantine. Même situation à Bordeaux. Dans cette école, aucun professeur gréviste, mais la cantine n'est pas assurée. Certains parents sont amers. C'est les usagers qui subissent, alors que c'est pas nous qui avons le pouvoir de décision ni pour changer les choses en fait. Donc je comprends pas tellement le principe. Ce matin, le pourcentage des enseignants du primaire grévistes est en forte baisse. 4,55% aujourd'hui. Une grande partie des cours ont repris, comme dans cette école élémentaire à Bagnolet. Les parents vérifient la présence des professeurs. Aujourd'hui, donc la maîtresse de mon fils est présente, mais ma fille n'a pas pu aller en maternelle puisque la maternelle à côté est fermée. Comment on fait dans ces cas-là? Et dans ces cas-là, on s'organise. J'ai la chance d'avoir ma mère retraitée qui habite pas loin, donc j'ai pu la solliciter. Certains enseignants en colère sont prêts à poursuivre le mouvement pendant de longues semaines. Sur ma déclaration d'intention, j'ai déclaré que j'étais susceptible d'être en grève le 5, le 6, le lundi suivant, le mardi suivant, le jeudi, le vendredi suivant, etc. jusqu'aux vacances scolaires. Déterminés, certains syndicats réfléchissent déjà à une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. Oui, et dans ce conflit, ce qui est certain, c'est que les syndicats ont marqué un point hier. Je vous rappelle les chiffres de la mobilisation. Au moins 800 000 manifestants dans les rues, selon le ministère de l'Intérieur. 1,5 million selon la CGT. Ce matin, réunion intersyndicale pour décider de la suite. Plusieurs organisations veulent, je les cite, faire entrer le mouvement dans la durée. Elles annoncent une nouvelle grande journée d'action mardi prochain. Guillaume Daré, vous êtes en direct de Matignon. L'exécutif est sous pression. A-t-il entendu le message? Que répond-il pour le moment? Va-t-il changer sa feuille de route dans les prochains jours? Eh bien Marie-Sophie, il faut savoir que côté exécutif ce matin, c'est plutôt la stratégie effectivement de la banalisation. Ça se passe
comme attendu. On ne réforme pas les régimes spéciaux sans mobilisation, ça va durer. Voilà ce que m'a répété à plusieurs reprises ce matin le plus proche conseiller du Premier ministre, Édouard Philippe. Une communication qui se fait en deux temps, à la fois une détermination qui est affichée, la réforme se fera, et en même temps Matignon met l'accent sur une volonté d'ouverture et de dialogue social. Il y a encore des choses à discuter, affirme par exemple la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Je vous rappelle que selon l'Elysée, c'est en milieu de semaine prochaine qu'Édouard Philippe doit annoncer l'architecture de cette réforme. Et avant cela, dès lundi, eh bien, c'est Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye qui recevront l'ensemble des partenaires sociaux. Merci beaucoup Guillaume Daré en direct de Matignon. Et dans ce contexte, on vous en parlait déjà hier, cette grève partie pour durer pourrait perturber plusieurs grands événements. C'est déjà le cas à Strasbourg où se tient le célèbre marché de Noël, un moment crucial pour les commerçants. Ils craignent d'être pénalisés par la mobilisation contre la réforme des retraites. Sur place, Angélique Etienne et Régis Massini. C'est un signe qui ne trompe pas. Ce matin, au marché de Noël, il était facile de se frayer un chemin dans les allées, habituellement bondées. L'annulation de nombreux trains hier se fait déjà ressentir sur les ventes des exposants. Ça perturbe tout. Ils choisissent toujours de faire les grèves quand c'est pas le bon moment. Au lieu de le faire avant ou après, non. C'est juste quand il faut pas, quoi. Si les touristes ont déserté le marché, c'est qu'à la gare de Strasbourg ce matin, il n'y avait aucun train, seulement des bus. À la grande surprise de ces touristes américains. Cette gare est quasiment vide. C'est parce que la plupart des trains sont annulés. Sur le parvis, ces Espagnols, eux, font demi-tour, un peu perplexes sur la suite de leur séjour en Alsace. Là, notre train est annulé. Nous devons attendre celui de 18h21, enfin s'il arrive. On croise les doigts. Attendre, comme ces chauffeurs de taxi qui trouvent le temps long. Déjà que c'est difficile en ce moment, là c'est vraiment... On est à bout en fait. On a perdu, voilà, on va dire 60%. Voilà, d'activité, ouais. Un manque à gagner encore plus important chez cet hôtelier. Ça c'est une chambre qui n'a pas été occupée. Cette chambre est libre depuis 2 nuits. C'est du jamais vu à cette période. Rien que sur cette chambre, c'est, on va dire, entre 1000 et 1500 euros de manque à gagner. Et cela n'a pas l'air de s'arranger à l'accueil. Où est-ce qu'on en est ce matin là, par rapport aux annulations? 80 annulations en 2 jours. Cela représente déjà 20% de chiffre d'affaires en moins. J'ai pas souvenir d'avoir connu ce genre de période un peu d'incertitude sur un marché de Noël. Les touristes qui sont déjà là cherchent eux des solutions pour repartir. Pour ces Coréennes, ce sera un bus côté allemand, seul moyen aujourd'hui de quitter la ville. Autre information de la matinée, un accident entre 2 cars scolaires. Ils se sont percutés dans le Doubs. Une soixantaine de collégiens et de lycéens étaient à bord. Il y a 12 blessés légers. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore établies, mais visiblement les conditions météo ne seraient pas en cause. Dans l'actualité également, des lettres de menaces reçues par des policiers et des CRS directement chez eux, à leur domicile. Des menaces contre eux et aussi contre leur famille. Les mots sont très violents, la profession est en émoi. Une enquête est ouverte et le ministre de l'Intérieur parle de faits d'une extrême gravité. Les détails avec Marius Gatou, Florence Thiel et Pascal Caron. Tapé à l'ordinateur et signé d'un acronyme anti-policier. Le contenu de cette lettre anonyme est explicite. Le ou les auteurs menacent de s'en prendre physiquement aux familles des CRS. Pensez à votre famille que vous laissez seule les week-ends. Pour chaque citoyen blessé, ce sera un membre de famille des forces de l'ordre qui subira les mêmes préjudices et sans remords. Au total, ils sont une dizaine de CRS à avoir reçu cette lettre depuis jeudi matin. Hier soir, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a réagi sur Twitter. Tout doit être fait et sera fait pour identifier les auteurs de cette infamie. Je n'accepterai jamais que l'on menace ceux qui nous protègent jusque dans leur foyer. Des plaintes ont été déposées et une enquête ouverte. C'est des policiers lambda qui font partie des unités de CRS qui ont reçu les lettres. Donc il n'y a pas de profil particulier. On a déjà une piste du mode opératoire, comment ils ont pu retrouver les noms et les adresses des gens. Pour les syndicats de police, ces lettres illustrent le climat de tension dans lequel vivent les forces de l'ordre, dont les identités peuvent circuler sur Internet. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la sécurité, qu'on nous accorde l'anonymat pour pouvoir travailler, exercer nos fonctions et aussi ne pas mettre en danger nos familles.
La police scientifique a été saisie pour tenter de relever des indices sur les lettres. Au chapitre justice, François Bayrou entendu aujourd'hui dans le cadre de l'affaire des assistants présumés fictifs d'eurodéputés du MoDem. L'ancien ministre et actuel maire de Pau sera-t-il mis en examen dans la journée, comme l'ont été une douzaine de personnes dans ce dossier ces dernières semaines? Son audition, pour l'heure, se poursuit. Direction Nîmes à présent, où ce matin un hommage a été rendu aux 3 secouristes décédés dans la nuit de dimanche à lundi. Leur hélicoptère s'est écrasé alors qu'ils partaient aider des habitants piégés par les inondations dans le Var. Une cérémonie très chargée en émotions, en présence de leurs familles, leurs proches, leurs collègues et présidée par Emmanuel Macron. Astrid Mesmorian, Anne Domi et Sylvain Daubat. Portés par leurs collègues, 3 secouristes morts en mission. L'outil de travail quotidien déposé sur le cercueil, ultime souvenir de leur bravoure. Sur la base de la sécurité civile de Nîmes, le président s'incline. C'est toute la nation qui pleure la disparition de 3 de ses enfants. Tombés parce qu'ils portaient si haut ces valeurs de fraternité, de solidarité qui unissent le peuple de France. Cette force d'âme que vous communiquez au pays et qui fait la France si grande et si robuste, paraît pour affronter la rudesse des temps. Nous savons tous ce que nous vous devons. Vous vivrez dans les futurs gestes de vos camarades, ajoute Emmanuel Macron. Les 3 passagers de l'hélicoptère qui s'est écrasé allaient porter secours à des habitants assaillis par des pluies diluviennes dans le Var. Un pilote, un mécanicien, un pompier ont péri. Ceux qui les ont connus peinent à contenir leur émotion. Ça fait toujours mal. Puis on s'y attend jamais. C'est comme ça. La vie continue. Je connaissais surtout le mécanicien Michel, qu'on appelait Mitch. J'ai travaillé 6 ans en fait, ici à Nîmes avec lui. Il laissera un très beau souvenir ici. Au-delà de l'hommage à ce qu'il nomme de l'héroïsme, le président a aussi promis des moyens supplémentaires aux secouristes de la base. Et ce vendredi, l'heure est aussi au recueillement en Pologne. Laurent Desbonnets, Angela Merkel est aujourd'hui à Auschwitz. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir que la chancelière allemande fait ce voyage. Oui, c'est donc une image très forte, très symbolique. La chancelière qui, pour la première fois, franchit le portail d'entrée de ce camp. Un portail toujours surmonté de l'inscription des nazis. Arbeit macht frei, le travail rend libre. Angela Merkel prononce en ce moment un discours. On ne doit jamais oublier ce qui s'est passé ici, vient-elle de déclarer. Une visite pour l'histoire, pour la mémoire également. La chancelière vient d'annoncer aussi l'octroi de 60 millions d'euros de dons pour la fondation qui s'occupe de maintenir ce site, un site où furent assassinées plus d'1 million de personnes pendant la guerre. La plupart étaient juives. Et c'est donc aussi une visite très importante à l'heure où en Allemagne on assiste à une forte recrudescence des actes antisémites, à l'heure également où l'extrême droite qui progresse dans les urnes prône au contraire la fin de cette culture du repentir. Merci Laurent Desbonnets, notre correspondant en direct de Berlin. Toujours à l'étranger, ce chiffre inquiétant révélé par le géant des véhicules de transport avec chauffeur. Aux États-Unis, il y a eu 6000 agressions sexuelles dans des voitures Uber en l'espace de 2 ans. En France également, les témoignages de femmes victimes de telles violences se multiplient. Voyons ce qu'elles dénoncent avec Maryse Burgot, Juliette Baeza et Mathilde Baron. Être agressée par un chauffeur Uber, c'est ce qui est arrivé à Noémie. Elle témoigne anonymement. Le 21 octobre 2017, je me suis fait agresser sexuellement par un chauffeur Uber alors que je rentrais de soirée. J'ai signalé cette agression à Uber le lendemain et Uber m'a répondu que le compte du conducteur serait suspendu suite à mon message. Mais il y a 3 semaines, elle découvre sur un réseau social le témoignage d'une autre jeune femme, Sonia. Agressée elle aussi par un chauffeur Uber dont elle publie la photo. Noémie est stupéfaite quand elle découvre qu'il s'agit du même chauffeur. J'ai reconnu le même schéma d'agression, mais aussi le même chauffeur. Donc je suis très en colère aujourd'hui contre ce chauffeur, mais surtout contre Uber, qui n'a rien fait pour arrêter ça.
Les deux femmes ont porté plainte. La direction de Uber nous affirme qu'en attendant les résultats de l'enquête, le compte de ce chauffeur a finalement été suspendu. Depuis, d'autres témoignages se sont accumulés sur les réseaux sociaux avec le hashtag Uber c'est over. Cette féministe a créé ce hashtag pour prouver que ces cas ne sont pas isolés. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un témoignage que j'ai repartagé d'une fille qui avait été agressée dans un véhicule Uber. Et voilà, depuis, en fait, j'en reçois des centaines. Combien à peu près? Je sais pas, 600, 700. En France, pas de chiffres pour l'instant sur le nombre d'agressions. Vient de publier ce rapport. L'entreprise admet avoir enregistré 6000 cas d'agressions sexuelles entre 2017 et 2018. Selon Uber, cela représente 0,0002% du total des courses. Les agressions sont donc rares, mais chaque cas porte une histoire douloureuse. Le coup d'envoi du Téléthon ce soir, 33e édition de ce marathon caritatif pour soutenir la recherche contre les maladies génétiques rares. Un événement qui met aussi souvent en valeur des jeunes qui ont une volonté exceptionnelle. Rencontre avec une jeune femme qui souffre d'une maladie qui affaiblit ses muscles et qui se bat avec sa kiné. Elle se lance des défis, elle participe à des triathlons. Magali Bassa, Carole Guillon et Christophe Vignal. Allez, lâche pas Flo, lâche pas. À 29 ans, Florine est atteinte d'une dystrophie musculaire congénitale amérosine positive. En mai dernier, elle a été la première femme atteinte d'une myopathie à relever le défi d'un triathlon en binôme avec sa kinésithérapeute Annick. Si la jeune femme est aujourd'hui une battante, faire face au handicap n'a cependant pas toujours été facile pour elle. C'est tous les muscles du corps qui sont touchés. Ils ne peuvent pas se régénérer. Donc du coup, j'ai beaucoup moins de force dans le corps. Donc je ne peux pas marcher longtemps, je ne peux pas monter les escaliers. Et puis tout ce qui est porter des objets lourds, pour moi c'est pas possible. L'arrivée, moi je voulais la faire debout parce que ça prouvait que c'était moi qui arrivais, que j'étais aussi comme les concurrents, comme tout le monde. Et du coup la faire debout pour moi c'était important. C'était une évidence pour moi d'accepter le défi. Déjà, en la mettant debout à l'arrivée, on met de côté la maladie. Là, elle est vraiment comme tout le monde, on est à égalité. Et ça c'est chouette. Un vélo à assistance électrique a été conçu spécialement pour Florine. Vélo, accroche-toi. Ouais. Le sport, ça m'apporte une vie sociale et puis la bonne humeur quand même. Et maintenant, je sors souvent. Non, t'inquiète. Florine a changé depuis qu'on s'est mis à faire du sport ensemble. Elle est beaucoup plus sociable, elle va plus vers les autres et puis elle est plus gaie, plus souriante. C'est bien, Raphaël, je trouve bien. T'aimes bien les demi-tours, hein? Bah ouais, moi ça m'éclate. Et avant de se quitter, un salut amical à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Grand Rapids, dans le Michigan, grâce à TV5 Monde USA.